Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Jocelyn, qui nous écoute depuis le Maroc, a demandé à Franck Ferrand une émission sur les kamikazes japonais lors de la Seconde Guerre mondiale. Je pense que Jocelyn va être content. Bonjour Franck. Bonjour Céline, bonjour à tous et bonjour à Jocelyn et aux auditeurs qui nous écoutent ou réécoutent au Maroc. Ça tombe bien et doublement, car il y a longtemps que j'avais envie d'aborder ce sujet fascinant. Et puis il se trouve que Flammarion vient de consacrer aux kamikazes un ouvrage coécrit par Pierre-François Souiri, qui se trouve avec nous dans ce studio. Et puis tout à l'heure, à la fin de l'émission, vous répondrez à la question d'Hugo sur l'origine de la présence des chaises dans les églises. Je crois savoir pourquoi Hugo me demande cela. Pour le moment, je vous propose de nous transporter de l'autre côté du globe. Il y a quelques décennies, en pleine guerre du Pacifique, nous allons essayer de comprendre le phénomène des kamikazes. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. À l'automne 1944, la défaite semble inéluctable pour le Japon. À ce moment-là, l'état-major japonais va se mettre à recruter les premières unités spéciales d'attaque, de véritables bombes humaines lancées contre les cibles américaines. On les appelle, nous, les kamikazes. Kamikaze en japonais, ça signifie les vents divins. Un par un, ce sont des milliers de jeunes pilotes qui vont être préparés pour être envoyés à la mort dans l'espoir de conjurer le sort funeste auquel le Japon s'est condamné lui-même. L'image de ces jeunes fanatiques sacrifiant leur vie à l'empereur a profondément marqué les consciences, et je me souviens que lorsque j'étais adolescent, c'était un des aspects de la Seconde Guerre mondiale qui nous fascinait le plus, cette histoire des samouraïs, cette histoire d'aviateurs qui montaient dans des appareils dont ils savaient très bien qu'ils n'atterriraient jamais autrement qu'en s'écrasant sur des cibles désignées. Si de nombreuses batailles à travers l'histoire, et nous sommes bien placés ici pour en juger, n'est-ce pas ? Si de nombreuses batailles ont exigé de leurs acteurs des actes de bravoure, des actes d'héroïsme, cette fois, ce dont nous allons parler pour les protagonismes, c'est d'aller au-devant d'une mort certaine. En élaborant cette tactique, quasiment sans exemple, je dis quasiment parce que nous allons voir que dans l'histoire, il y a quelques exemples de ces combattants suicides. En élaborant cette tactique, l'état-major japonais a dû compter sur le sacrifice suprême de garçons que l'on a entraînés pour cela. On est loin d'actes personnels accomplis dans le feu de l'action. Vous savez, on parle parfois de héros qui accomplissent des exploits incroyables, mais ils sont portés, si je puis dire, par l'événement. Là, ce dont nous allons parler, sans émotion, sans improvisation, ce sont des sacrifices froidement consentis. Pour vous faire une idée du genre de combattant dont je parle, le mieux est peut-être que nous fassions connaissance avec l'un d'eux. Il s'appelle Yasuo Kuwahara. Ce Yasuo a 15 ans, il n'a que 15 ans devrais-je dire, quand lui revient, je le cite car il a écrit cela, la grave mission d'incarner à son tour les traditions d'honneur du Japon. Vous voyez dans quel contexte tout cela peut s'inscrire évidemment. Dans son esprit, aucun doute possible, sa conduite s'inscrit dans la droite ligne de celle des samouraïs. Tout petit déjà, il observait avec envie, nous dit-il, le vol des éperviers. Il a toujours rêvé de s'élever dans les airs. Il fait partie, vous savez, de ces petits garçons qui rêvent de devenir aviateurs. Il y en a tellement à travers le monde et depuis maintenant plus d'un siècle. Il a toujours pressenti que son avenir se trouvait là-haut, dans le ciel tout bleu, écrit-il. À 14 ans, il obtient l'autorisation de participer au cours d'entraînement au vol à voile organisé par la préfecture d'Osaka. Autant dire que son rêve d'un seul coup prend corps. Alors qu'à cause de la guerre, nombre d'élèves sont obligés de travailler une partie du temps dans les usines, lui va obtenir la permission de voler en planeur 2 heures chaque jour. Pour lui, c'est véritablement une ambition qui s'accomplit, c'est mieux que ça, c'est un rêve éveillé. On l'imagine dans son planeur, ce garçon de 14 ans absolument emballé par ce qu'il est en train de vivre. Et après une année complète d'entraînement,
il participe à une grande compétition. Il n'est pas le seul, il y a 600 pilotes de planeurs qui sont là en présence venant des 4 coins du Japon. Or, Yasuo va bien se placer. Quand je dis qu'il va bien se placer, il remporte carrément la première place. Il décroche vraiment la première place. À 15 ans, le voilà champion de vol à voile de l'Empire nippon. Évidemment, c'est une fête extraordinaire autour de lui, mais la joie, l'euphorie de l'exploit s'estompe vite, car évidemment l'atmosphère est lourde à cette époque et les nouvelles venant de l'extérieur sont graves. Les Américains viennent de reconquérir Guadalcanal. Un soir, après l'école, un monsieur vient frapper chez lui. Enfin, quand je dis frapper, je traduis en termes occidentaux. C'est le capitaine Mikami Hiroyoshi de l'armée de l'air impériale. Je ne suis pas très familier du japonais, comme vous pouvez le constater. Ce monsieur explique au jeune homme qu'il est très admiratif de l'exploit qu'il vient d'accomplir. Il s'est classé premier, c'est un grand pilote, etc. Et puis, donc, on l'invite, selon les traditions d'hospitalité du Japon, à dîner. Et à l'issue du dîner, l'homme en question en vient à l'objet de sa visite. Il veut que Yasuo s'engage. Qu'il entre littéralement dans l'armée de l'air japonaise. Son père, nous dit Yasuo, est totalement et très fier. Lui-même a toujours rêvé de devenir pilote de chasse. Mais maintenant que c'est une réalité qui est en train de s'accomplir, bien entendu, Yasuo est saisi d'effroi, son cœur bat la chamade, il sent son enthousiasme sur le point de se dissoudre. Voilà ce qu'il écrit. J'avais l'impression d'être au bord d'un abîme, avec des ennemis derrière le dos, sans autre alternative que de sauter ou d'y être poussé. Vous voyez qu'il en a rêvé, mais quand les choses se concrétisent, il n'a 15 ans quand même, ce gamin. Vous imaginez, on lui propose là de venir suivre un entraînement de pilote. Finalement, il finit par répondre « Je suis fort honoré par l'offre généreuse que me fait notre empereur par votre intermédiaire. » Ça, c'est très japonais, évidemment. Et le voilà sur la base aérienne de Hiro, il est à 2 heures de chez lui, il va vivre là comme sur une autre planète, dit-il. C'est un arrachement brutal à son milieu familial, d'une part. Il y a l'inconnu, c'est une découverte, c'est une transplantation, mais surtout, il y a la dureté de la discipline. 60 nouvelles recrues sont là, avec lui, l'ordre, la propreté sont instamment exigés, et le sergent instructeur, on appelle ça le Hansho, leur a dit « Je ferai un homme de chaque recrue, même s'il faut que je la tue ». Et c'est quasiment au sens propre, cette phrase. Le soir, les garçons sont battus à coups de bâton jusqu'à l'évanouissement sans que personne ne bronche. Parfois, on leur fait subir des courses de 15 km. Ceux qui tombent sont battus à coups de crosse. Il y a une cruauté générale dans tout ça. La moindre infraction au règlement est punie avec vigueur et Yasuo va jusqu'à écrire « En fait, les prisonniers américains victimes des atrocités japonaises souffrirent moins que nous. Quoi qu'il fasse, le Hansho trouve toujours matière à punition. » Celui qui était capable de supporter le rancho pendant 3 mois était tellement endurci que la fuite devant l'ennemi lui aurait semblé impensable, dit-il. Ce n'est plus un entraînement qu'est en train de subir notre Yasuo, c'est un véritable calvaire. Un extrait du chant des kamikazes d'Okino Sakura sur Europe 1. Revenons avec vous, Franck Ferrand, à ce phénomène des kamikazes et à ce combattant Yasuo Kuwahara. Eh oui, ce petit Yasuo qui a donc 15 ans, il est sur cette base aérienne de Hiro, avec un entraînement extrêmement dur qui, bien sûr, développe chez les jeunes recrues une incroyable agressivité. On les prépare à affronter le pire, y compris la mort. Mourir au combat, après tout, c'est l'honneur qu'il faut rechercher. Toute compassion, tout apitoiement sur soi, toute plainte sont considérées non seulement comme des signes de faiblesse, écrit-il, mais aussi comme la preuve que nos vies ne sont pas encore totalement consacrées à la cause, avec un grand C, bien entendu. Bien entendu aussi, il est évident que la mort des camarades vient
vient leur apprendre en quelque sorte la dureté de ce qui les attend. La mort de nos camarades avait servi à endurcir les autres et à nous faire admettre que les faibles ne peuvent survivre, dit-il. Et à la fin du discours du commandant, voilà ce qu'on peut entendre. 50 recrues chantèrent sans la moindre hésitation le serment de fidélité de l'empereur. Et pendant ce temps, nous dit Yasuo, je pouvais entendre en bruit de fond le grondement des moteurs de nos bombardiers partant en mission. Il y avait quelque chose de grand, d'extraordinairement exaltant dans tout ceci. Je prenais pleinement conscience de la valeur de notre cause. Alors, ces écoles de pilotage, évidemment, sont encore, si je puis dire, de véritables écoles. On verra qu'avec le temps, plus on avance dans la guerre, et moins l'entraînement sera raffiné, moins il sera développé. Mais pour l'instant, on leur apprend encore à piloter. Au bout de 3 mois, Yasuo est en mesure de piloter seul. Il écrit « Pendant les heures de vol, j'observe la Terre avec un sentiment de joie indescriptible. Une sensation de puissance m'envahit en plein ciel. Rien ne peut m'atteindre. » Ça, c'est son moment de libération suprême, en quelque sorte. C'est lorsqu'il est en l'air, lorsqu'il est dans les airs, aux commandes de son appareil. Arrive le grand jour, la fin de l'entraînement. Sur la porte du bureau du commandant sont affichés les noms des futurs pilotes. Et là, évidemment, tout le monde se bouscule pour voir. Enfin, se bouscule, on est au Japon. J'imagine que ça doit être une bousculade assez rangée. Et, nous dit-il, il y a une alternance de cris de joie et de morne silence. Et le nom de Yasuo Kuwahara figure absolument sur la liste. Il est admis à l'école de pilotage de chasse. Notez bien qu'on est alors déjà en octobre 44. La situation se fait de plus tendue. C'est à vous, vaillants fils de l'Empire nippon, de donner vos vies, de mourir vaillamment pour notre cause, scande le commandant dans un nouveau discours. Les élèves sont assez stupéfaits, évidemment, de voir se durcir ainsi tout ce qui les entoure, parce qu'ils ont été, eux, coupés du monde. Ils ne savent même pas quelle est la situation du Japon dans la guerre. Arrive l'entraînement final, des exercices de tir, explique-t-il, le vol en escadrille, des acrobaties, la pratique du vol suicide. Le vol suicide, il s'agit de piquer littéralement sur la tour de contrôle. C'est la partie la plus difficile, la plus impressionnante de l'entraînement. Il s'agit de préparer en vérité les jeunes recrues à la mort. Notons la différence entre s'entraîner avec tous les risques que ça comporte, y compris un risque mortel, bien entendu, dans ces périlleux exercices de chasse, et puis accepter de mourir pendant une mission, que ce soit la mission même de mourir. C'est la différence, si vous voulez, entre le risque de mort et la certitude de la mort. C'est toute la question. Or, le 25 octobre 1944, c'est le moment des premiers kamikazes. Quelle émotion d'apprendre que les premiers Tokotai, c'est-à-dire les groupes spéciaux d'attaque, avaient été lancés contre l'ennemi, dit-il. Ça, on leur explique ce qui se passe, bien entendu. De son côté, il est en train de devenir un véritable pilote d'élite. On arrive là à la première bataille qu'il s'agit pour Yasuo de mener. C'est au moment d'une attaque sur Hiro, il reçoit l'ordre de contre-attaquer. Alors, il faut imaginer ces courses-poursuites en plein ciel, bien entendu. Il était étonnant que mon corps obéisse, écrit-il. Je me sentais comme anesthésié. Il me semblait que quelqu'un d'autre que moi s'acharnait contre cet avion américain. Il est de retour à la base pour apprendre que l'avion de son ami Shiro Nimoto a été abattu. Mais le Shiro en question n'est pas mort, il a survécu, il a simplement la jambe déchiquetée. Et la mère de ce garçon vient le voir, vient lui rendre visite à l'hôpital et elle lâche « Il n'y a rien d'honorable à mourir pour une cause perdue ». Ça, c'est une phrase qui tombe dans l'oreille de Yasuo et qui déclenche chez lui un sentiment d'angoisse. Il va être, nous dit-il, hanté par cette phrase « Il n'y a rien d'honorable à mourir pour une cause perdue ». En vérité, plus le temps passe et plus les Japonais se sont rendus compte, sont conscients que les Alliés sont de plus en plus puissants et que la guerre est maintenant quasiment perdue. Pendant ce temps, vient le moment des attaques des forces spéciales, de plus en plus nombreuses. Ça a l'air assez efficace, ces attaques. Et évidemment, on voit renaître l'espoir dans le cœur des plus belliqueux. Le jour de l'an 1945, les premiers kamikazes de Hiro sont désignés. Voilà comment Yasuo décrit ce moment. Je me rappellerai toujours les paroles du capitaine. Ceux d'entre vous qui ne veulent pas donner leur vie pour notre grand empire nippon n'y seront pas forcés. Qu'ils lèvent donc la main
Ceux qui ne se sentent pas capables d'accepter cet honneur, qu'ils lèvent la main maintenant. Devenir pilote suicide était un grand honneur, nous dit Yasuo, le plus éminent même. Mais 6 hommes levèrent la main. 6 hommes que je connaissais bien. Ils avaient eu assez peur ou assez de courage pour admettre ce que beaucoup d'autres d'entre nous ressentaient. Ils avaient choisi la vie au lieu de la mort. Or, le capitaine Tsubaki réserve à ces 6 jeunes hommes une volée de bois vert. « Voilà 6 hommes qui reconnaissent ouvertement leur déloyauté !» hurle le capitaine. Il faut imaginer la voix tranchante de ces instructeurs militaires japonais. 6 hommes qui manquent complètement de sens de l'honneur. Je dis une volée de bois vert, mais également une mauvaise surprise. Eh bien, puisqu'il en est ainsi, dit le capitaine Tsubaki, ils feront partie du premier groupe d'attaque des kamikazes de Hiro. Ce qui nous montre un peu quelle était en vérité l'inspiration de ces missions suicides. Beaucoup de ceux qui s'y trouvaient impliqués n'avaient pas du tout envie d'aller mourir au combat. Et pour ce qui est des fameux volontaires, eh bien nous en parlerons tout à l'heure avec mon invité, tous n'étaient pas si volontaires que ça, loin s'en faut. C'est toute une légende de kamikaze, en quelque sorte, qui se trouve ainsi mise à mal. Donc, jusque-là, ni Yasuo, ni aucun de ses amis proches n'a encore été désigné pour participer à une mission suicide. Oh, j'allais dire, rassurez-vous, ce n'est qu'une question de temps. Pour agir tout au long de l'émission, nous envoyez vos messages et vos questions, chers auditeurs. Il y a la page Facebook de l'émission, les mails europe1.fr ou encore via Twitter, celui de Franck Ferrand ou hashtag ACDH. Dans un instant sur Europe 1, la suite de votre récit, Franck Ferrand, sur ce phénomène des kamikazes. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Retour avec vous, Franck Ferrand, à l'histoire de ce kamikaze Yasuo en pleine guerre du Pacifique. Alors, vous avez bien compris que Yasuo figure au nombre des meilleurs pilotes. Il a été choisi pour défendre la base de Hiro et je vais même vous dire quelle est sa mission principale. Il s'agit d'accompagner à l'assaut les pilotes kamikazes, c'est-à-dire qu'on les entoure, on les protège contre les attaques de chasseurs ennemis, on les défend si vous voulez, puisque eux ne sont pas armés pour se défendre, on les défend jusqu'au plongeon final. Et puis lorsqu'ils décident de plonger sur leur cible, à ce moment-là, on retourne à la base pour y faire le rapport des faits. Voilà ce à quoi est utilisé, si je puis dire, Yasuo et un certain nombre de ses camarades parmi les plus doués. Et naturellement, ce sont les plus mauvais pilotes qui sont généralement désignés, en tout cas désignés les premiers pour les fameuses missions suicides. Et pourtant, c'est très délicat parce qu'il s'agit de bien viser la cible et il faut avoir une certaine expérience pour ça. Les jeunes n'ont pas tous la même perception des choses et ça c'est très intéressant parce que Yasuo Kuwahara nous le dit clairement. Il dit « Notre groupe était partagé entre 2 courants de pensée. Les Kishigai, Kishigai, ça semble vouloir dire les fous, les déments, qui étaient possédés par une haine féroce et recherchaient la gloire et l'immortalité. Ils ne vivaient que pour mourir, nous dit-il. Quant à moi, je me ralliais au second groupe, dont les sentiments, quoique rarement avoués, étaient l'opposé de ceux des Kishigai. Les Kishigai appelaient les hommes de ce groupe Sukebei, c'est-à-dire les indifférents. Les Sukebei avaient connu une éducation plus raffinée que les Kishigai. Bons patriotes, ils étaient prêts à mourir sur le champ pour leur pays, mais seulement si cela s'avérait nécessaire. Mourir sans raison suffisante nous semblait un acte purement gratuit et stupide. Et ça pose ça la question du niveau d'instruction aussi de ces jeunes pilotes dont nous allons voir qui, pour beaucoup d'entre eux en tout cas, il était bien plus élevé que ce qu'on pourrait imaginer. Pour Yasuo, être pilote de chasse, vivre dans l'escadrille, au milieu de tous ces pilotes, c'était le rêve de sa vie, évidemment. Mais pour combien de temps encore, puisque peu à peu, et à mesure que le besoin s'en faisait sentir, les bons pilotes sont eux aussi désignés pour aller jouer les volontaires, puisque les autres ont été tués. On les entraîne désormais de manière quotidienne à d'éventuelles missions suicides. Alors, ça c'est assez terrible parce que Yasuo raconte qu'il a lui-même l'envie de s'écraser lors de ses entraînements. Il dit que ça lui permettrait d'en finir une bonne fois et que ça mettrait un terme à son angoisse.
car ce qui tue, si je puis dire, à petit feu tous ces jeunes pilotes, c'est l'angoisse de se demander quand on va les envoyer mourir sur une cible américaine. Et finalement, se laisser s'effondrer là maintenant, ça mettrait fin à la souffrance d'une certaine manière. Or, pendant ce temps, sur un plan stratégique, je ne vous en parle pas du tout là aujourd'hui, mais il faut imaginer que l'étau se resserre autour du Japon. Les semaines passent, l'entraînement continue, se fait de plus en plus dur, et un jour de mai, l'inévitable arrive. Les deux meilleurs amis de notre héros, de Yasuo, ils s'appellent Oka et Yamamoto, sont désignés pour une attaque spéciale, comme on les appelait. Alors, il faut imaginer tout le cérémonial qui entoure chacune de ces attaques, bien entendu. Il y a un toast qui est porté, des discours patriotiques, etc. Et la fin des discours est toujours la même. Et maintenant, vaillants camarades, souriez en partant. Vos ancêtres vous réservent une place de choix. Les samouraïs du ciel, tous les guerriers morts sont là pour vous accueillir. Et c'est le moment où l'on chante en chœur le fameux chant du combat. Le toast final, les verres de saké qui sont levés et l'on crie Tenoeka Banzai, c'est-à-dire au nom de l'empereur, enfin vive l'empereur. De retour d'une opération à Okinawa où il accompagne à la mort son meilleur ami, vous imaginez le choc psychologique évidemment pour ces jeunes gens. Voilà notre Yasuo convoqué par son capitaine qui lui annonce qu'il va faire partie des prochains kamikazes. Quand il lui demande s'il est prêt, voilà la réponse du jeune Yasuo. « Oui, mon capitaine, je suis honoré d'avoir été choisi. Je souhaite partir le plus tôt possible. » Et il raconte qu'à ce moment-là, un étrange soulagement s'empare de lui. Le seul problème, c'est qu'il ne connaît pas encore la date du départ. Alors il attend, il pense que c'est un peu comme pour les condamnés à mort. Là, vous savez, on attend, est-ce que ça va être demain, après-demain, une semaine passe, 2 semaines, presque un mois. Il attend toujours cet ordre écrit ou oral, peu importe, mais qui ne vient pas. On imagine le supplice d'une telle attente. Et puis, d'ailleurs, le 3 août, Yasuo nous dit qu'il songe à se suicider. Et la seule chose qui l'empêche de se suicider, c'est que ça déshonorerait sa famille, évidemment. Le 5 août, les ordres arrivent enfin. Il s'envolera pour la dernière fois, le 8 août. Cette fois, c'est fixé. Il a donc 3 jours devant lui. Et ce qui est étonnant, c'est que maintenant qu'il connaît, qu'il sait tout, si je puis dire, qu'il sait piloter, qu'il connaît son destin, qu'il a la date même de ce qu'on pourrait appeler son arrêt de mort, eh bien, il se sent parfaitement soulagé. Ce sont 3 jours de paix avant la fin, dit-il. Il obtient un congé spécial de 48 heures, il décide de rentrer et dans le camion qui l'emmène sur la route, il est sous l'emprise de la beauté de la campagne, ces champs de riz verts, tous ces petits canaux étroits. On est dans ce Japon immémorial, bien entendu, les montagnes avec leur sérénité non moins nippone. Et puis un avion dans le ciel, un objet minuscule qui se détache de son ventre argenté. Yasuo se retrouve à terre et quand il se réveille, on lui dit qu'Hiroshima est en ruine, et qui lui-même est resté enseveli près de 6 heures. Et oui, c'était bien sûr, vous l'aurez, enfin ceux qui connaissent un peu les dates de l'histoire auront repéré qu'on était à la date de l'explosion atomique d'Hiroshima, bien entendu. À partir de ce moment-là, toutes les missions suicides sont temporairement supprimées, nous dirons qu'elles sont suspendues, et c'est ce qui permet évidemment à Yasuo Kuwahara de nous raconter tout son parcours. Alors avec Pierre-François Souiri, nous allons revenir bien sûr sur le phénomène des kamikazes, sur cette histoire et sur toutes les autres. Bonjour Pierre-François Souiri. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous connaissez bien ce sujet, vous avez écrit un livre qui est passionnant et nous allons partager avec vous les grands aspects de cette question. Du film Tora 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 sur Europe 1. Ce sont les kamikazes qui sont au cœur de l'histoire cet après-midi et vous nous en parlez Franck Ferrand avec votre invité Pierre-François Souiri, professeur à l'Université de Genève et auteur de Kamikaze avec Constance Sérény aux éditions Flammarion dans la collection Au fil de l'histoire. Nous venons de découvrir Pierre-François Souiri que nous avions œuvré dans le même corps, si je puis dire, parce que vous étiez vous aussi à la section d'histoire orale du service historique de l'armée de l'air pendant votre service national, ce qui était mon cas aussi. Ça nous fait un point commun assez amusant et d'ailleurs passionnant, car on ne dira jamais à quel point l'histoire orale fait partie des matériaux de la recherche historique.
elle a tendance en ce moment notamment à être un peu négligée, me semble-t-il. Alors, venons-en au kamikaze. C'est d'ailleurs un peu le genre d'exercice auquel s'est livré notre Yasuo Kuwahara. C'est un témoignage extraordinaire, c'est magnifique de pouvoir bénéficier d'un tel témoignage sur ce qui s'est passé. Oui, tout à fait. C'est un assez beau livre qui a été. On a la chance de l'avoir en traduction française. Aux éditions Jourdan. Voilà. Et il y a quelques-uns de ces témoignages qui ont été publiés en langue anglaise ou même en français. Il y en avait pas depuis un certain temps d'ailleurs. Mais on en a évidemment beaucoup plus en langue japonaise et surtout on a beaucoup de lettres écrites par les futurs kamikazes lorsqu'ils étaient sur les aérodromes en attente, comme vous l'expliquiez tout à l'heure, en attente de leur ordre de mission. Alors le jeune Yasuo, lui, a été sauvé par le gong, si je puis dire. Le gong était assez particulier puisqu'il s'agissait d'une bombe atomique. Le Japon va capituler le 15 août après la deuxième bombe, celle de Nagasaki. C'est la reddition officielle. Il va y avoir toute une vague de suicides qui succède à cette capitulation, des suicides sous toutes les formes, pendaison, égorgement, harakiri, etc. Et nous dit Yasuo Kuwahara, la bombe qui avait anéanti tant de mes compatriotes m'avait sauvé. C'est ça le paradoxe, c'est qu'il ne fera pas partie des 3800 victimes de cette invraisemblable stratégie. Ça fait beaucoup de morts. Dans son cas, comme dans celui de nombreux pilotes qui étaient préposés à partir en mission suicide, il y avait presque plus d'avions, il y avait plus de kérosène. Les avions étaient d'ailleurs dans un état lamentable et c'est la raison pour laquelle les ordres n'arrivaient jamais. Ou en tout cas très peu sont partis finalement dans les derniers jours, alors que toutes ces missions n'avaient plus aucun sens évidemment. Il faut, je le disais ça au tout début de ce petit récit, replacer les choses dans le contexte de l'histoire militaire et de l'histoire traditionnelle du Japon. Ces jeunes combattants sont inscrits, parfois malgré eux, dans la lignée des samouraïs. C'est bien comme ça qu'on les considère. Je suis pas d'accord avec ce que vous dites. Non, je suis pas d'accord. La plupart des pilotes sont soit des cadets, c'est le cas d'ailleurs de Kuwahara, soit des étudiants qui ont été mobilisés tout à la fin de la guerre. Pas des étudiants en sciences ou en médecine, parce que ceux-là on en avait besoin, mais des étudiants en droit ou en lettres. Oui, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas immédiatement utiles dans un cas de guerre. Voilà. Et donc ceux-là ont été mobilisés, mais ceux-là ne savaient pas nécessairement conduire un avion. D'où ce que vous disiez tout à l'heure, c'est à la fin de la guerre, l'entraînement était réduit à presque rien, et donc les pilotes étaient de très mauvais pilotes, même s'ils avaient, pour certains d'entre eux en tout cas, la foi. Alors, ce que je voulais dire, c'est que c'était toute la phraséologie. On les inscrivait dans cette tradition. Je ne dis pas que eux s'y situaient, mais en tout cas, on essayait de leur demander de se montrer dignes de tous les valeureux guerriers de l'histoire nationale. Oui, mais si vous voulez, c'est une armée moderne, technique, d'un pays industriel, l'armée japonaise en 1944 ou 1945, et ce sont des soldats, comme les soldats de n'importe quelle armée, à qui on donne des ordres invraisemblables, ce que je crois aucune armée moderne n'a fait, c'est-à-dire que la hiérarchie impose à ces soldats des missions dans lesquelles la mort en tant que telle est l'objet même de la mission. Incroyable. Ça ne s'était jamais vu. On peut imaginer des missions où effectivement la mort est très probable. On a vu ça notamment pendant la Première Guerre mondiale. Bien entendu, pour la première, la deuxième. Mais là, il s'agit la mission en tant que telle, c'est la mort. Et ça, c'est quelque chose d'effroyable. Et la hiérarchie japonaise a imposé ça à ces hommes. Pas simplement les pilotes kamikazes, c'est évidemment le plus spectaculaire, mais aussi dans l'infanterie, les soldats qui devaient se jeter dans des charges à mort, devaient se jeter sur les troupes américaines et donc se faire massacrer. La raison pour laquelle les soldats américains étaient obligés d'aller les chercher au lance-flammes dans les grottes dans lesquelles ils s'étaient éventuellement réfugiés. Est-ce qu'il y avait eu des cas auparavant ? Est-ce qu'on avait déjà utilisé des kamikazes dans des conflits précédents au Japon ? Vous voulez dire des avions ? En tout cas des suicides en quelque sorte, des suicides, combattants oui, suicides. Oui, il y a eu quelques missions suicides, mais c'était quelque chose de tout à fait limité. Et puis dans le cas de l'aviation, il y a eu certains cas qui avaient été repérés par les états-majors, aussi bien américains que japonais,
de pilotes dont l'avion avait été blessé et qui savaient qu'ils ne pourraient jamais rentrer sur leur porte-avions et qui donc décidaient, dans la furie du combat en quelque sorte, de se jeter sur un bâtiment adverse. On a eu quelques cas de pilotes japonais qui l'ont fait, mais on a eu aussi quelques cas de pilotes américains. Et donc c'était quelque chose qui était connu, on va dire, mais qui n'a jamais été élaboré en tant que tactique militaire, bien entendu. Il y avait, je parlais de discours tout à l'heure, on avait héroïsé un certain nombre des combattants, notamment de la bataille, enfin de l'assaut sur Pearl Harbor. Il y a toute une littérature, si je puis dire, mais ça c'est plutôt de la construction a posteriori. C'est de la construction a posteriori, de même d'ailleurs que d'autres faits de guerre, comme par exemple à Shanghai en 1932, il y a eu ce qu'on appelait les 3 bombes humaines de Shanghai. Ce sont des épisodes qui ont été montés en épingle par la presse et la propagande et qui d'ailleurs parfois reposent sur une relative falsification des faits réels. Mais disons qu'il y a une sorte de mise en condition de la propagande japonaise pour faire admettre aux soldats et particulièrement aux pilotes que la mort est héroïque et en soi quelque chose de bien. C'est-à-dire bien mourir, avec courage, c'est quelque chose que l'on met en avant et qui rejaillira sur l'honneur des familles, sur l'honneur du village, l'honneur du quartier dans lequel on habite. Dans quel cerveau malade a pu germer cette idée d'envoyer des combattants mourir pour devenir des bombes humaines? Alors, c'était quelque chose qui est en fait très conjoncturel. C'est-à-dire pendant la bataille de Leyte, pendant la bataille donc des Philippines, les Japonais veulent faire en sorte que les Américains ne puissent débarquer, mais ils sont dans un état d'infériorité militaire. Tel que ils savent pas très bien comment faire. Et le vice-amiral Onishi décide donc d'employer cette tactique de jeter donc des avions qui sont eux-mêmes équipés d'explosifs, des bombes de 250 kilos contre les bâtiments américains. Et alors le paradoxe de cette affaire, c'est que la première attaque, celle du 25 août 1944, qui est menée d'ailleurs par des pilotes expérimentés, va réussir au-delà de toutes les espérances parce que par hasard, il se trouve que l'un des avions, alors c'est peut-être celui de Seki Yukio, le chef de l'escadrille, mais on n'en est pas certain, donc plonge sur l'un des porte-avions américains, le Saint-Lô, et tape dans la soute à munitions, ce qui fait exploser le navire. Et donc, d'autres avions réussissent à toucher les cibles, et donc les rapports qui sont envoyés à l'état-major sont dithyrambiques. Si un seul avion est capable de couler un porte-avions, alors nous avons trouvé la solution. Or, c'est une sorte de chance ou de malchance selon le point de vue, puisque en fait, jamais plus ils ne réussiront avec un seul avion à couler un porte-avions. Donc, on a tiré une conclusion malheureuse d'un événement qui était en fait lié au hasard. Cette première mission a trop bien réussi. En quelque sorte, oui. Il y avait une notion d'honneur, vous l'avez dit clairement, c'est-à-dire que le Japon, à cette époque, est en train de perdre la guerre. Est-ce que les chefs militaires ont encore l'espoir d'inverser la vapeur ou est-ce qu'il s'agit simplement de mourir dans l'honneur? Alors, il y a deux choses. Il y a d'une part le fait que une partie de l'état-major souhaite une paix de compromis avec les Américains, mais encore faut-il, pour signer la paix, être deux. Donc il faut convaincre les Américains de signer une paix de compromis. Pour ça, il faut les terroriser. Et la tactique kamikaze est utilisée à cet effet. Donc démoraliser en quelque sorte l'armée américaine. Et puis il y a un deuxième aspect qu'ils comprennent très vite, c'est que la population civile japonaise et une partie de l'armée est dans un état psychologique déplorable avec les bombardements, avec les restrictions. Et donc il y a une forme de comment dire, on ne peut pas exiger, râler en quelque sorte contre ses supérieurs alors que la fine fleur de l'université est en train de mourir dans le cadre de ces missions suicides. Et donc du coup il y a un effet propagandiste de ces kamikazes qui va donc contribuer en quelque sorte à faire tenir le Japon jusqu'au dernier mois. Comment étaient-ils formés, comment étaient-ils endurcis et même endoctrinés, ces combattants ultimes? C'est ce que nous allons voir avec vous dans un instant. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Vers le sud, le premier avion s'en va, fonçant dans le soleil couchant. Nous savons qu'il ne reviendra pas et nous le saluons en pleurant.
Toi et moi, mon camarade, sommes les fleurs printanières jaillissant du même arbre dans le jardin de la guerre. Les promesses d'amitié, le combat ne les tient pas, mais si tu t'en vas le premier, c'est mon avion qui suivra. Et partout et toujours à longueur de ce chant, cette image des fleurs de cerisier. Qu'est-ce que c'est que ces fleurs de cerisier, Pierre-François Souiri? Les fleurs de cerisier, c'est une sorte de trope dans la culture japonaise depuis de nombreux siècles, mais c'est quelque chose qui a été utilisé de façon systématique par l'État-nation naissant à la fin du 19e siècle. C'est une forme de métaphore en quelque sorte de la jeunesse, puisque vous savez sans doute que les fleurs de cerisier fleurissent, l'arbre est en grande beauté, et c'est au moment même où il est en grande beauté que le premier souffle du vent disperse les pétales. Et arrache les fleurs. Et arrache les fleurs. Et donc ça devient très vite un symbole de la jeunesse, de l'éphémère, de l'impermanence des choses. Et un peu de la jeunesse éternelle en même temps, c'est toute cette poésie-là. Et ça deviendra très rapidement une sorte de métaphore justement de ces jeunes soldats ou de ces jeunes pilotes qui vont mourir fauchés en quelque sorte dans leurs 20 ans. Et on va utiliser cette image de façon récurrente pendant tout le printemps 1945, c'est le moment des cerisiers justement, des cerisiers en fleurs. Alors, nous avons vu que ces jeunes recrues étaient pour beaucoup d'un bon milieu, d'un bon niveau universitaire. C'est quand même assez extraordinaire. Ils vont être de plus en plus jeunes. C'est ça qui est étonnant à mesure qu'on avance, bien sûr. Il y a deux types de recrutement. Il y a les cadets, comme on l'a vu dans le cas de Yasuo, qui sont aussi, parce que l'état-major s'était rendu très vite compte que, en fait, plus on était jeune, plus on était bon comme pilote. Donc plus on était formé très tôt et plus on était efficace. C'est la raison pour laquelle un certain nombre de cadets à 15-16 ans ont passé dans les écoles d'entraînement, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure. Et puis, dans un deuxième temps, notamment à partir du printemps 45, on fait appel donc à ces étudiants qui, eux, n'ont pas de formation particulière en pilotage et donc vont apprendre vraiment le minimum, le strict minimum, puisqu'ils n'auront finalement une seule mission. Donc, à la fin, ils n'ont plus d'avion pour s'entraîner. De toute façon, il n'y a plus d'essence. Une grande partie des avions ont été détruits par les Américains, qui ont attaqué évidemment les aérodromes où il y avait des concentrations d'avions. Et donc, ils apprennent au mieux. Il faut imaginer que pendant la Seconde Guerre mondiale, un pilote de chasse, c'est à peu près 600 heures d'entraînement, aussi bien du côté japonais que du côté américain. Et là, à la fin, ils en étaient à 3 jours. Oh là là là. Donc, on voit la différence. Et donc, ils ne savaient pas naviguer. Donc il les envoyait à une mort certaine, mais sans aucune efficacité, puisqu'il était improbable qu'un pilote de 3 jours puisse atteindre sa cible. Voilà, c'est donc la raison pour laquelle on n'est plus dans une logique militaire, on est dans une logique suicidaire. C'est ce que j'explique dans le livre. C'est ça. On est dans une logique suicidaire, c'est-à-dire que ce qu'il s'agit maintenant, c'est plus tellement de gagner la guerre, on sait qu'elle est perdue, c'est d'obliger, jusqu'au bout, on s'imagine que les Américains vont être terrorisés par ces pratiques, et donc vont caler en quelque sorte et signer une paix de compromis, ce qui est totalement c'est un fantasme de la part de l'état-major japonais. Il y a pas de paix de compromis possible, et les Américains vont en tirer la leçon inverse, c'est-à-dire puisque ces gens sont fous, puisqu'ils ne comprennent pas ce qui leur arrive, les Américains. Donc, il faut bien comprendre ça. Ces avions qui piquent sur les bâtiments, ils ne comprennent pas ce qui se passe, donc ils ont l'impression que ces gens sont suicidaires, ils n'ont pas tort, sont fous, sont totalement irresponsables, et que donc face à des gens comme ça, il faut utiliser des armes spéciales. Eux aussi imaginent des armes spéciales. Et donc l'utilisation de la bombe nucléaire est en partie seulement, mais en partie liée à cette tactique japonaise des attaques suicides. Et d'une certaine façon, les bombes nucléaires vont effectivement, ou en tout cas dans l'idée des Américains, c'est d'en finir très vite, le plus vite possible. Et en fait, c'est une erreur. Parce que comme c'est un État suicidaire, c'est pas parce qu'on détruit une ville ou 2 villes de plus que l'État japonais va caler. En fait, l'État japonais va caler parce que les Russes attaquent le 8 août et que la dernière grande armée japonaise, qui est l'armée du Kwantung, qui elle n'a pas participé au combat et qu'on pensait être une armée aguerrie, se tombe en déliquescence en l'espace de quelques heures, et que ces officiers nationalistes face aux soviétiques s'enfuient. Donc là, vous voyez, tout à l'heure, c'est pour ça que je suis un petit peu dubitatif sur l'idée que les Japonais se battent pour l'empereur, parce que quand les officiers abandonnent les soldats, et c'est ce qu'ils ont fait immédiatement, l'armée se débande, et les Russes ont fait en quelques jours 700 000 prisonniers.
Donc, vous voyez, l'armée japonaise qui se bat jusqu'au dernier, qui est suicidaire, et puis d'un autre côté, quand on voit ce qui se passe en Mandchourie entre le 8 et le 15 août, on voit qu'il y a une différence très, 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 très claire. Donc, en fait, la propagande, dès que la propagande cesse, eh bien, les soldats japonais se comportent comme les soldats de n'importe quelle armée vaincue, c'est-à-dire qu'ils se rendent. Quelle cascade de paradoxes dans cette affaire. C'est assez... le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on reste perplexe devant cette escalade quasiment folle de la violence, car là, il y a une violence totale. Vous nous parlez du point de vue américain, c'est très intéressant. Comment les premières attaques des kamikazes ont-elles été rapportées à l'état-major américain ? Alors au début, ils pensent que c'est des avions dont le pilote a perdu la maitrise, qui s'écrasent en quelque sorte par hasard. Oui, ça passe pour un accident, mais très vite ils s'aperçoivent que c'est pas ça du tout, et bien sûr. Et là, ils imaginent alors à ce moment-là des mesures de rétorsion en termes de DCA. La chasse américaine tourne autour des flottes des bâtiments de la marine américaine pour la défendre. Et il faut bien dire que la plupart des avions japonais ne toucheront jamais leur cible en réalité. On est dans des taux de réussite, si on peut dire, qui sont lamentables. C'est-à-dire que la première attaque, c'est à peu près 25% de réussite. Réussite, c'est-à-dire d'avions qui touchent leur cible. Qui touchent une cible. Une cible. Et puis à la fin, on en est à moins de 8%. Donc ça veut dire que 92% des soldats, enfin des pilotes sont morts pour rien, en quelque sorte, de leur point de vue, je veux dire. Et encore une fois, on ne parle pas de 15 ou de 20 exemples, on parle de plusieurs centaines, 3800 morts. Ouais, c'est considérable, bien sûr. Dont à peine, sur les 3800, on peut dire qu'à peu près 3000 sont morts, probablement écrasés en mer, sans avoir vu un bateau américain. Alors, voir les choses. Nos auditrices ont bon cœur. Nicole nous dit, je crois savoir que certains ont choisi la vie et ont disparu, qui dans une île ou retrouvés longtemps après la guerre. Et Audrey nous dit, connaît-on l'exemple de kamikazes qui auraient raté leur mission et survécu ? Est-ce qu'on pouvait survivre à une telle mission, Pierre-François Souiri ? Alors, certains kamikazes, enfin certains pilotes, s'apercevant que soit ils ont perdu leurs camarades d'escadrille au milieu des nuages, parce qu'ils ne savaient pas naviguer, soit s'apercevant que leur avion ne fonctionnait pas bien, ils n'arriveraient jamais jusqu'à la cible, décident donc unilatéralement de revenir et rentrent à l'aérodrome plutôt. Et là, littéralement, ils se font malmener par les officiers qui les traitent de lâches, de couards devant leurs camarades. Ils se font donc tabasser, emprisonner, et en général renvoyés en mission dès le lendemain, en tout cas dans les jours qui suivent. Donc il y a pas d'échappatoire. Il n'y a pas d'échappatoire. La plupart des kamikazes, comme je le disais tout à l'heure, sont sans doute morts sans avoir jamais vu un bateau américain. Ils sont morts en mer. Terrible. En réalité. Et de toute façon, ils n'avaient pas suffisamment d'essence pour revenir. Donc, justement, quels sont les appareils qu'ils utilisent ? Ce ne sont pas des avions classiques, bien sûr. Alors ce sont les fameux Zero, les Mitsubishi Zero, qui étaient des appareils extrêmement compétitifs en 1941-42, mais qui en 1945 sont surclassés largement. Et ils sont aussi en grande partie victimes de la chasse américaine qui les descend. Lors de la bataille des Mariannes, on a parlé du tir au pigeon. Ce sont quand même des appareils qui sont équipés de trains d'atterrissage, etc., qui peuvent atterrir éventuellement. Alors au début, ce sont des avions ordinaires, de chasse. Mais à la fin, ils avaient un train d'atterrissage, mais les pilotes ne savaient pas s'en servir. Oui, puisqu'ils n'avaient pas eu le temps d'être entraînés. Ils n'avaient pas le temps d'être entraînés et on les entraînait pas pour atterrir, puisque par définition, leur mission, il y en avait qu'une et c'était la mort au bout. Donc c'est absolument lamentable. Vous avez parlé de tabassage tout à l'heure. Moi, j'ai raconté aussi les conditions extrêmement dures de l'entraînement des jeunes pilotes. D'où vient cette cruauté, retourner contre les propres troupes de l'Empire du Soleil Levant ? Alors, ça, c'est une des caractéristiques de l'armée japonaise de cette époque-là. Les officiers règnent en quelque sorte par la terreur sur leurs troupes. Ça fait partie en quelque sorte du programme de l'armée japonaise. C'est-à-dire qu'on pense que pour avoir des troupes extrêmement efficaces, bien entraînées, qui combattent jusqu'à la fin, il faut vraiment casser les personnalités. Et donc, ça passe par des séances d'entraînement terribles, comme vous l'avez raconté. Et le témoignage de ce point de vue-là de Koala est tout à fait intéressant. C'est à peu près systématique, aussi bien dans l'armée de terre que dans la marine.
Mais je vous ferai remarquer quand même que si vous avez vu sans doute le film de Kubrick là, sur la guerre du Vietnam, où toute la première partie est consacrée à l'entraînement des... Platoon. Non, c'est pas Platoon, c'est un autre film, on m'échappe. On voit très bien... Full Metal Jacket. Full Metal Jacket, voilà, exactement. Oui, dans ce film, on voit tout à fait l'entraînement des soldats américains. On voit que c'est quand même pas une partie de plaisir non plus. Hein. Donc c'est un petit peu comme ça, peut-être plus violent encore dans l'armée japonaise. Et ça explique en partie le fait que les troupes japonaises, qui étaient souvent la logistique ne suivait pas non plus. Et donc, un certain nombre de soldats se sont retrouvés donc coincés sur les îles du Pacifique. Et c'est la raison pour laquelle on en a retrouvé quelques-uns, y compris dans les années 60 ou 1970. Mais il ne s'agit pas de pilotes, il s'agit en général de fantassins. Oui. Ce sont eux qu'on a retrouvés pour répondre à Audrey qui posait la question tout à l'heure, ou à Nicole, je ne sais plus. Olivier, via Facebook, nous demande si on peut faire un parallèle avec ce qui s'est passé dans la Luftwaffe pendant la Seconde Guerre mondiale, avec un certain nombre de missions. Mais là, les pilotes, nous dit-il, avaient la possibilité de s'éjecter au moment où leurs appareils tombaient sur les cibles désignées. Oui, alors là, l'idée de s'éjecter, c'était pas imaginable. Je sais, alors là, si vous me posez une colle, parce que je sais même pas s'ils avaient la possibilité de s'éjecter, mais peut-être Constance Sereni le saurait, parce qu'elle connaît mieux que moi les aspects militaires de la chose. Mais les pilotes, on a quelques exemples de pilotes japonais qui ont été rattrapés en quelque sorte par les Américains, et il y a une scène qui a été filmée en tout cas où on voit le pilote qui, à quelques mètres du bateau américain, s'explose avec une grenade. Donc, d'une façon générale, d'ailleurs, les Américains faisaient assez peu de prisonniers. On ne peut pas s'empêcher, évidemment, de songer, lorsqu'on parle de ces jeunes kamikazes japonais, aux hommes bombes, aux bombes humaines, hein, aux attentats suicides, notamment au Proche et au Moyen-Orient, depuis quelques années maintenant. Est-ce qu'on est dans le même type de logique, d'après vous, logique d'une sorte de sacrifice? Nous sommes victimes dans la vision américaine de l'histoire, d'une certaine façon, puisque l'expression kamikaze pour désigner les terroristes du Moyen-Orient est une expression américaine. Les Japonais n'utilisent pas du tout cette expression. Hein, pour eux, c'est pas du tout la même chose. On n'est pas du tout dans le même ordre. Alors c'est vrai on n'est pas dans un code d'honneur, en quelque sorte. Oui, non, mais c'est surtout dans le cas des kamikazes. D'abord, étaient-ils fanatiques? Quand on voit leurs lettres, on se rend compte qu'en fait, ils sont pas du tout persuadés qu'ils meurent pour la bonne cause, que l'état-major a raison de les envoyer mourir en ces conditions. On voit qu'ils doutent en permanence, et c'est ça qui est tout à fait intéressant quand on regarde leurs écrits. Ce sont des gens qui parlent de la dernière journée qu'ils vivent, de la campagne avec les rizières et l'eau qui miroite dans les rizières. C'est pas du tout des gens qui sont fanatisés au sens où on peut peut-être l'entendre dans le cas des terroristes du Moyen-Orient. Et puis ils attendent rien. On leur promet aucun paradis, on leur promet aucune. Voyez. C'est le sacrifice pur. C'est le sacrifice pour le pays, pour la nation. Et par ailleurs, ils obéissent aux ordres d'une armée, et ils attaquent des cibles militaires et pas des cibles civiles. C'est quand même une petite différence aussi. Ils font la guerre en quelque sorte, même si la mort est au bout de la mission. Ils font quand même la guerre. Merci beaucoup de nous avoir de nous avoir permis de mieux comprendre un phénomène a priori incompréhensible. Pierre-François Souris, c'est Nicole qui nous dit qu'il faut voir le film Cherry Blossom, avec les fleurs qu'on ne verra qu'un seul jour, et ces Japonais qui se ruent pour les voir. C'est sans doute un bon conseil cinématographique. Votre ouvrage avec Constance Sereni s'appelle Kamikaze. C'est édité dans la collection Au fil de l'histoire chez Flammarion. Et c'est donc toute l'histoire de ce phénomène un peu particulier et paradoxalement poétique de la Seconde Guerre mondiale. Et puis, pour le récit de tout à l'heure, je me suis plus que très largement inspiré, avec Sonia Deschamps, des carnets de guerre de Yasuo Kuwahara. Ça s'appelle « J'étais un kamikaze » et c'est édité chez Jourdan. Et puis je voudrais citer également un ouvrage qui, alors là, est un roman policier, mais qui fait une large place à l'intervention du Japon, notamment sur le front occidental pendant la Seconde Guerre mondiale. Ça s'appelle « Samouraï 731 » de Franck Seigneur, et c'est aux éditions Les Nouveaux Auteurs. Merci beaucoup Pierre-François Souris. Merci.
Dans un instant sur Europe 1, vous répondrez Franck Ferrand à la question d'Hugo sur l'origine de la présence des chaises dans les églises. Europe 1, au cœur de l'histoire. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et vous répondez cet après-midi, Franck Ferrand, à la question d'Hugo. Il nous l'a envoyé via la page Facebook de l'émission. Hugo qui vous dit, lors de votre émission, Franck, sur le millénaire de Saint-Germain-des-Prés, vous aviez évoqué le fait qu'il n'y a pas toujours eu de chaises dans les églises. Pouvez-vous revenir sur ce point ? Et oui, et d'ailleurs j'invite nos auditeurs à chaque fois qu'ils le peuvent à regarder les photos qui sont prises lorsque les églises sont soit restaurées, soit aménagées pour des concerts ou que sais-je, et qu'on retire les chaises de la nef. Ça donne généralement à l'église une dimension, une splendeur. On a envie de dire que l'église retrouve son volume naturel. C'est très spectaculaire généralement. Alors, il faut vous dire qu'effectivement, à l'époque où toutes ces églises ont été construites, il n'y avait pas de chaises dans les églises. Il y avait souvent, vous savez, une sorte de, comme un grand banc de pierre qui était intégré le long des murs, qui courait le long des bas-côtés de l'église. Mais dans tout le centre, dans tout le cœur, dans la nef, il n'y avait pas de chaises. Alors, vous aviez les stalles, bien entendu, pour ceux qui assistent à la messe. Vous aviez, alors d'ailleurs l'église était séparée, elle était organisée de façon très différente d'aujourd'hui, avec un jubé, avec toutes sortes de clôtures, parfois absolument somptueuses. Du reste, le prêtre souvent était caché derrière une sorte d'iconostase, si je puis faire ce rapport avec la religion orthodoxe, qu'on appelle le chancel. Bref, les églises étaient incontestablement différentes. C'est au XVIe siècle qu'on commence à installer des bancs et des petites stalles pour le public, enfin pour les personnes qui viennent assister à l'office dans les églises. Et d'ailleurs, l'influence là de la Réforme et des temples protestants est essentielle. Ça vient de là, c'est ce qui a donné l'idée, si je puis dire. Petit à petit, on va voir ces sièges se répandre au XVIIe siècle, et puis au XIXe siècle, alors, on aménage les églises comme on le connaît maintenant, notamment à l'époque du Second Empire environ, se mettent à mettre partout ces espèces de marais de chaises qui quand même, alors c'est bien pratique sans doute pour les fidèles, mais ça défigure un peu les églises, il faut bien le dire. Et encore une fois, on adorerait que de temps en temps on puisse retirer les fameuses chaises. Bonjour Marion Ruggieri, vous avez la folie des grandeurs aujourd'hui. Vous êtes installé dans le grand studio Merlin. On est dans le studio Merlin en direct et vous pouvez peut-être l'entendre. Il y a un pianiste virtuose qui improvise comme personne et qui est assez impertinent, qui est déjà à son piano. Est-ce que la musique adoucit les mœurs ? Aujourd'hui, avec nous, Jean-François Zigel pendant 1 heure, le meilleur des professeurs. Vous avez de la chance. Merci beaucoup Marion et nous nous retrouvons demain Céline. Avec grand plaisir Franck, à demain. Vous écoutez Europe 1, il est 15h. 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 Vous écoutez Europe 1, il est 15h.